Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai encore de très gros progrès à faire pour exprimer ce que je ressens, ce qui me fait peur, ce qui m'anime, pour raconter et analyser les erreurs que j'ai commises, ou encore les travers dont je n'arrive pas à me défaire. Vous écoutez Mansplaining épisode 72, Make Me a Man, quand l'expression des émotions fait grandir les hommes. Un podcast, Slate.fr. C'était le préambule du tout premier épisode de ce podcast, il y a 3 ans déjà. Si les hommes ont tendance à monopoliser la parole, encore et toujours, sur des tas de sujets qui les concernent plus ou moins, ils sont en revanche aux abonnés absents dès qu'il s'agit d'explorer réellement qui ils sont et ce qui les meut. Aujourd'hui, un film vient les enjoindre à prendre enfin la parole. Prendre la parole pour faire leur introspection et pour donner envie à d'autres de la faire à leur tour. Ce film s'appelle Make Me a Man, Fais de moi un homme. C'est un documentaire d'1 heure qui est disponible sur Vimeo. Sa co-réalisatrice, Mai Hua, m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. Bonjour, je m'appelle Mai Hua, j'ai 44 ans, je suis une artiste française d'origine vietnamienne. Je suis basée à Paris, j'ai 2 enfants et j'ai réalisé 2 films. Le premier s'appelle Les Rivières. C'est sur ma lignée de femme et c'est un documentaire une enquête en fait que j'ai conduite au sein de ma famille pendant 6 ans quasiment. Et puis le deuxième que j'ai réalisé avec mon compagnon qui s'appelle Jerry Hyde et qui est un thérapeute basé à Londres et qui a des groupes de paroles d'hommes. Et en fait, dès que j'ai su qu'il avait cette activité, je voulais absolument faire un film avec lui. Et ce deuxième film s'appelle Make Me a Man et donc ça vient de sortir. Avant de commencer à parler du film, il me semblait important d'en savoir un peu plus sur ce fameux Jerry. Jerry, il est thérapeute, alors pas du tout freudien, plutôt jungien et thérapie humanistique, et donc il reçoit des gens aussi bien en individuel, des hommes, des femmes, des personnes en transition, c'est assez fluide, mais il a aussi des groupes de parole et des cercles non mixtes, pour le coup, d'hommes et d'hommes en transition aussi, qui se réunissent une fois toutes les 2 semaines. Et certains depuis, lui il a commencé il y a 25 ans, mais les plus anciens de ces groupes ont 20 ans aujourd'hui. L'idée, c'est d'aider les hommes à s'ouvrir enfin, à ne pas rester dans ce rôle de taiseux dans lequel ils semblent si souvent se complaire. En fait, quand tu as cette pratique, puisque c'est vraiment une pratique en fait, comme du sport ou comme d'aller au taf, mais en fait tu développes une capacité à te connaître et à le verbaliser auprès d'autres personnes, qui devient comme un art en fait. Et c'est une parole très très vulnérable et très très rare. Parce que les femmes, on a gardé des traditions féminines autour de la parole, autour de l'expression de nos émotions, du partage, de l'empathie. Et les hommes, pas du tout. Ils ont développé des traditions de taiseux. Et donc, c'est très rare d'avoir des hommes qui connaissent leurs émotions, qui sont en contact avec, qui savent les verbaliser, qui savent demander de l'aide aussi, qui savent être responsables de leurs paroles, comptables de leurs zones sombres aussi. Sans MeToo, Make Me a Man n'existerait pas. Et c'est réellement sous l'impulsion de Mai Hua que le projet a pris forme. En fait, Jerry a été approché par des télévisions tout au long de sa carrière parce qu'il est assez charismatique et puis parce que aussi ses groupes de parole sont rares. Voilà, les télés étaient très très intéressés. Tout le monde est un peu intéressé de savoir ce qui se passe derrière dans une salle de thérapie. Il a toujours refusé parce que ça allait compromettre le travail avec ces groupes de parole et donc par loyauté en fait. Et en fait, après cette demande, après MeToo, où je lui ai dit voilà, passez la seconde s'il vous plaît les gars, un soir il regarde un de ses cercles, donc il en a 4. Il regarde un de ses cercles et il se dit mais en fait là toi t'es photographe, toi t'es étalonneur, toi t'es mixeur, en fait on a une équipe en interne et ça pourrait faire partie d'une expérience thérapeutique pour nous de montrer qui on est. Parce qu'en fait, c'est une chose de se montrer dans un cercle, et c'est déjà très très dur. Mais se montrer au monde comme ça, dans une vérité très nue, c'est peut-être une aventure qu'on a besoin de faire ensemble. Et puis ils ont commencé à se filmer. Enfin, ils se sont rendus compte qu'il manquait un poste, c'était celui de la réalisation. Et Jerry, on est très très proches dans nos cheminements. Il avait été un déclencheur énorme dans le cheminement des rivières. Pas au départ, mais au milieu du cheminement où j'étais vraiment coincée. Et donc, ça a été assez naturel pour lui de me demander en tant que réalisatrice et puis aussi en tant que femme. Ils avaient besoin d'un regard féminin. On m'a demandé de faire des films. Je n'en avais jamais vu l'utilité jusqu'à ce que MeToo arrive. Tout d'un coup, il y avait une nécessité à partager ce que nous faisions en privé depuis des décennies au reste du monde.
Pas pour dire « regardez, faites comme nous ». Ce qui compte, c'est que les hommes choisissent d'être davantage conscients de leur comportement. Et faire un film fait partie de l'approche thérapeutique. C'est genre « ok, on y va, on n'a jamais fait ça, on ne sait pas le faire. Posons ce regard sur nous-mêmes, montrons-nous de cette manière. Nous ne saurons jamais si ça touche les autres. Ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on réponde présent et qu'on fasse de notre mieux. » Ces hommes venus au départ pour évoquer des problèmes personnels ou des blocages existentiels ont fini par devenir partie intégrante du film, sous le regard de la réalisatrice. Eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est de l'aide parce qu'ils savent plus comment faire avec leur môme, parce qu'ils sont encore engueulés avec leur compagne ou leur compagnon, parce qu'ils ont besoin de soutien dans l'éducation des enfants. En fait, ils se posent des questions qui sont très, très humaines et qu'on se pose, nous, en cercle de parole de femmes, parce que moi, je pratique beaucoup les cercles de parole aussi de femmes. Et donc, pour moi, ça a été une énorme découverte de dire, mais en fait, on est pareil. J'avais vraiment ce truc j'avais hâte de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et puis en fait, il n'y a pas d'autre côté, quoi. Quand on est sur ces cheminements-là, on est du même côté. Simplement nous retirer, séparer par sexe. C'est juste que ça facilite la parole. Parce que c'est très, très dur dans l'éducation genrée qu'on a eue de dépasser la séduction à tout prix. Et puis, ou la peur de l'autre sexe. C'est juste une manière de rendre cette parole plus facile et le sentiment de sécurité, ces fameux safe places, plus accessible. Donc c'est vraiment ça. Pour eux, c'était dépasser la peur des femmes, parce qu'en fait, il y a une peur énorme du regard des femmes et du jugement des femmes. Donc c'était s'en remettre à un regard qui était le mien. Et puis c'était se dire, du coup, on n'aura pas à nous censurer, on pourra être le plus libre possible, et elle aura son regard à elle sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Entre les passages où, face caméra, des hommes essaient de raconter qui ils sont et ce que signifie pour eux être un homme, on suit un fil rouge qui peut s'avérer relativement étonnant de prime abord. On y voit Jerry Hyde et quelques compagnons de route se rendre sur différents lieux de commémoration liés à la Première Guerre mondiale. Des séquences inattendues, mais qui s'intègrent pleinement dans le dispositif de Make Me a Man. Les Anglais, ils ont des traditions très très fortes autour des commémorations des guerres, et notamment de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en novembre, moi quand je vais à Londres, tout le monde a un coquelicot à la boutonnière, mais même des mômes de 25 ans, même des jeunes femmes de 15 ans, tout le monde respecte ces commémorations. Et moi, ça m'a vachement interrogée, et en fait, Jerry, il a à cœur de pas uniquement traiter des patients derrière des murs d'une salle de thérapie avec une expertise, etc. Il crée des expériences qui permettent de sortir et de juste ressentir, d'être vraiment dans du non-verbal. Et donc, lui, il avait, comme beaucoup d'Anglais, un lien très très fort au site de commémoration qu'on trouve dans la Somme, que moi je connaissais même pas. Et en fait, ça a été une découverte pour moi, cet horizon de la guerre. Et on peut pas comprendre la masculinité contemporaine, notamment en Occident, mais je pense en fait partout, s'il n'y a pas la guerre. En tout cas, si on n'essaie pas de comprendre ce qui se joue derrière la guerre et derrière ces générations et générations d'hommes qui ont eu un grand-père ou un arrière-grand-père qui est mort ou qui est revenu totalement traumatisé, sans aucun recours en fait pour se redéployer dans un temps de paix, quoi. Et donc, si on revient à ce qu'on se disait au début sur ces traditions de taiseux, ben là, ça fait un lien qui est énorme. Et comme moi, dans les rivières, j'ai vraiment travaillé sur les aspects de la mémoire qui se transmet, donc transgénérationnelle, et des traumatismes qu'on se refile de génération en génération sans même le savoir. Bah là, c'était un éclairage énorme pour moi. Le film insiste sur l'idée suivante. En temps de guerre, les hommes relèguent leurs émotions aussi profondes que possible afin de mieux maîtriser leurs actes et d'accomplir leur mission. Le problème, c'est que par la suite, tout cela n'est pas désamorcé et que le travail pour faire de nouveau affleurer les émotions n'est pas fait. Aujourd'hui, on a vu et on l'a entendu pendant la crise du Covid, on a beaucoup entendu les infirmières, par exemple, dire « Bon, bah là, il faut que je mette mes émotions de côté pour être hyper efficace auprès des patients et des malades, parce que si je me laisse traverser par mes émotions, je peux plus travailler. » Donc, on sait qu'il y a une utilité à mettre de côté ces émotions à un moment où on fait des choses qui sont très dangereuses ou qui demandent une concentration totale. Et c'était le cas des soldats et des guerriers. Et d'ailleurs,
sur la guerre du Vietnam, donc pour moi ça me touche directement. On sait que les soldats américains ils étaient tous héroïnomanes, pas tous, mais c'était énorme, c'était 80% ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait tellement d'émotions qui devaient être mises de côté et qu'on devait les droguer. On sait aussi que les soldats nazis étaient totalement drogués pour faire ce qu'ils devaient faire. Donc on sait qu'il y a une utilité, qui peut être atroce d'ailleurs, à mettre ce champ-là de côté. Mais quand on revient en temps de paix, si on sait plus utiliser ses émotions, en fait, c'est toute une partie de sa vie qu'on met de côté. Et donc, si les hommes n'apprennent pas, comme les femmes, à être en contact avec ça, c'est toute une partie de leur humanité qui leur est refusée, quoi. Et ça peut devenir très, très dangereux. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il y a toujours plus à sonder. Et je veux le faire. J'ai aussi... Ma plus grande peur à travailler pour moi, sur moi, c'est qu'il n'y a peut-être rien à trouver. Je trouve l'une des thèses de Make Me a Man particulièrement intéressante parce que je ne m'étais jamais fait cette réflexion. Si les hommes sont aussi mutiques de père en fils, en tout cas dès lors qu'il s'agit de parler d'intime et d'émotion, c'est également parce que les guerres successives ont poussé des générations entières d'hommes à se taire et à ne rien ressentir, ce qu'ils ont transmis à leurs propres fils, et ainsi de suite. Par conséquent, d'un point de vue purement occidental, est-ce que le fait que nos pays n'aient pas subi la guerre depuis de nombreuses décennies ne pourrait-il pas conduire à une ouverture progressive des cœurs masculins et de la parole qui va avec ? On n'a jamais connu un temps de paix aussi long. Et en fait, on est en train d'arriver à un moment où on se demande à quoi, entre guillemets, servent les hommes s'il n'y a plus de guerre. Parce qu'au départ, et de manière très archaïque, on le voit dans plein de tribus différentes dans le monde entier, les femmes étaient dédiées à enfanter et puis les hommes à protéger la tribu et à faire la guerre s'il y avait la guerre à faire. Et donc aujourd'hui, on arrive à ce stade-là où en fait, aussi bien sur qui fait les enfants, à qui appartiennent les enfants, on a un gros débat là-dessus, notamment chez les féministes, mais dans la société maintenant en général. Et voilà, on est en temps de paix, donc qu'est-ce qu'on fait de cette énergie masculine qu'on dédie à ça et qui n'a plus lieu d'être ? Et en fait, je pense que c'est une énergie qui est incroyablement puissante. Et si on arrêtait de la mettre au service de fusées qui vont toujours plus loin et de guerres qui disent plus leur nom, de guerres commerciales, de guerres économiques, de guerres transhumanistes, et qu'on mettait cette énergie sur des guerres intérieures. Voilà, qui sommes-nous ? Comment on peut potentialiser cette énergie pour nous dépasser, pour nous révolter, mais dans le bon sens du terme ? On peut aller très très loin à l'échelle de l'humanité, ouais. Make Me a Man est un film résolument positif, pour ne pas dire optimiste, mais je crois qu'en cette période, c'est vraiment bon à prendre. Ça veut dire quoi pour toi, être un homme ? C'est une question à 2 balles, non ? Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. À travers le bref autoportrait que dresse Jerry en début de film, on y entend notamment qu'il n'est jamais trop tard pour opérer une véritable prise de conscience liée à son statut d'homme. Jerry, en fait, il s'est rendu compte vraiment à 40 ans qu'il était un homme, qu'il était naturellement un homme, mais qu'il pouvait endosser une masculinité pleine. Et c'est comme ça qu'on ouvre le film. Ce qu'il disait, c'était que voilà, il avait grandi dans une Angleterre féministe des années 80, où ce qu'il avait reçu comme message en tant que jeune homme, c'était que il était un violeur potentiel. Et donc lui, il voulait pas du tout être un violeur, ni potentiel, ni rien du tout. Donc en fait, il s'est dit, je veux pas être un homme en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes qui grandissent comme ça et qui sont dans l'évitement de leur masculinité parce qu'ils veulent pas être perçus comme des violeurs potentiels. Et en fait, à 40 ans, il s'est dit, mais bien sûr que je suis un violeur potentiel, mais je décide de ne pas l'être. Et dans cette décision et l'acceptation, en fait, de cette contrainte, il a trouvé une liberté énorme de se dire, mais je peux choisir qui je suis en tant qu'homme et endosser totalement cette masculinité en canalisant mes pulsions. Et donc, du coup, ça l'a totalement transformé parce qu'au lieu d'être dans l'évitement d'une partie de lui-même, il était dans la pleine acceptation et dans une forme de création. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas des Jerry Hyde à tous les coins de rue. Alors comment faire pour que, de plus en plus, un peu partout, des hommes, ou les hommes, s'ouvrent enfin et expriment leurs doutes, leurs craintes, leurs regrets, leur part de ténèbres et tout ce qui va avec ? Vaste question. Voilà, MeToo à 4 ans. Et les femmes, on a fait un travail de fou, quoi. Et qui nous a libérés, qui nous a donné de la joie, qui nous a donné du soutien, qui nous a pas du tout transformés en quelque chose qu'on voudrait pas être. Aujourd'hui, je pense que les hommes, ils vont avoir envie de ça pour eux-mêmes aussi. De se dire, mais en fait, on peut trouver du soutien. En fait, moi, j'entends beaucoup d'hommes parce que moi, je suis née dans une fratrie de 5 frères. Donc, j'ai un lien aux hommes qui est très, très fort et surtout qui est pas totalement guidé par la peur.
Et donc, les hommes viennent à moi très facilement parce qu'ils sentent qu'ils vont pas être jugés juste parce qu'ils sont hommes. Et donc, ils peuvent me dire des choses qu'on pourrait juger affreuses, du type, qu'est-ce qui nous reste maintenant que les féministes ont pris tout l'espace public? Quel est notre espace à nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et en fait, moi, je leur dis souvent, mais il vous reste tout, en fait. Parce que si vous laissez tomber cette essentialisation à votre potentiel de domination, si vous laissez tomber cette essentialisation à la quantité d'argent ou de pouvoir que vous pouvez amasser, vous allez gagner tellement de points de vie et de temps pour vos relations, pour votre paternité, pour les gens que vous aimez. Et en fait, quand vous allez vous retourner parce qu'on va tous mourir, c'est juste ça qui va compter, en fait. Donc là, on est en train de faire un taf qui vous aide si vous voulez bien prendre le train avec nous. Ce que propose Mai Hua, c'est de travailler avec les hommes, de prendre le temps de les guider. Un discours pas commun dans les cercles militants, où c'est généralement le ras-le-bol qui prime, ainsi que l'envie d'avancer sans les hommes, considérés le plus souvent comme des cas désespérés. Et je pense que il y a eu beaucoup de choses sur la misandrie et sur... Je peux comprendre, en fait, les femmes qui disent « Bon, moi, j'en ai ras le cul, là. Je vais me retrouver qu'entre meufs. On va rejoindre les villages dans les Pyrénées. Voilà, rester en communauté féminine parce qu'on n'en peut plus. » Et je comprends, en fait, cet agacement et cette blessure. Mais nous, on est dans un truc de contribuer à un peu plus de paix. Et en fait, il y a un désir tellement fort d'être ensemble, en fait, de marcher ensemble et de nous déployer ensemble. Comme pas mal d'autres termes, le mot déconstruction a fini par être un peu vidé de son sens, à force d'être employé. Mais Mai Hua a une autre façon de décrire ce processus dont nous, les hommes, avons tant besoin. Ce truc de grandir, ça s'arrête pas à 18 ans. Et Jerry, il me disait ça, il me dit, moi, je pensais qu'à l'âge de 18 ans, je me sentirais homme. Et puis en fait, c'est pas du tout arrivé. À 18 ans, plus un jour, j'avais exactement la même tronche et la même psyché qu'à 18 ans, moins un jour, quoi. Et j'étais extrêmement déçue. Et je pense qu'on a ce mythe d'une transformation soudaine, ou d'un sauveur soudain, ou de quelqu'un qui va faire le job pour nous, quoi. Un truc hyper judéo-chrétien, en vérité. Et en fait, si on se dit, mais les choses sont à l'intérieur de moi et je vais pas pouvoir tout faire. Mais si je me mets dans ce maillage-là, dans cette interdépendance avec les miens, si je demande pardon aussi aux gens que j'ai offensés, aux gens que... Parce que c'est ça aussi. Les hommes autour de moi, ils me disent, mais la vérité, c'est qu'on a tous soit violé, soit abusé d'une situation à un certain moment. Et on n'ose pas le dire. Et on n'ose pas ouvrir la boîte parce qu'en fait, ça fait un peu mal, quoi. Et je leur dis, ouvrez la boîte. Parce qu'en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. Derrière cette boîte, il y a un puits sans fond d'amour. Mais il n'y a pas de raccourci. Et je pense qu'aujourd'hui, la liberté, elle a été pensée dans l'idée qu'il n'y avait pas de contraintes. Et que plus on serait puissant, plus il y aurait d'impunité, moins on aurait de comptes à rendre. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. La vraie liberté, elle arrive quand on accepte les contraintes, quand on accepte ses responsabilités et qu'on les honore, quoi. C'est ce changement de paradigme auquel on aimerait contribuer, en tout cas. Donc ça, c'est notre contribution, quoi. Voilà. Make Me a Man, de Jerry Hyde et Mai Hua, est disponible dès maintenant sur Vimeo, à la location ou à la vente. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining@slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mansplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours pour l'épisode 73.